Il y a 60 ans, le quartier de Watts à Los Angeles devenait donc l'épicentre d'un soulèvement historique contre le racisme et les discriminations. Pour revenir sur ce moment et comprendre son héritage, nous recevons Annick Foucrier, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l'histoire de l'Amérique du Nord. Bonjour et merci d'être avec nous. Le 11 août 1965, l'arrestation d'un Afro-Américain de 21 ans déclenche 6 jours d'émeutes faisant 34 morts. Quelles étaient les conditions de vie et les tensions raciales dans le quartier de Watts à cette époque ? Oui, c'est assez intéressant. Il faut vraiment revenir sur le contexte parce que nous sommes là dans un quartier de Watts, que l'on voit, qui est un quartier de petites maisons, en fait, puisque à Los Angeles, c'est un urbanisme qui est assez plat. Et ça a beaucoup frappé les reporters lorsqu'ils sont venus parce qu'ils avaient l'habitude de Harlem, de Chicago, mais ils ont vu là des conditions de vie qui étaient assez différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence de populations afro-américaines à Los Angeles est récente. En 1965, dans la mesure où elle date principalement de la Deuxième Guerre mondiale. On connaît très bien la grande migration des Afro-Américains qui ont quitté le Sud, où ils étaient discriminés, où il y avait les lynchages, où ils n'avaient pas d'espoir, et qui sont partis vers le Nord et le Midwest pendant la Première Guerre mondiale pour occuper des emplois qui étaient à ce moment-là vacants. Mais on connaît moins cette deuxième grande migration qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, là encore, fait partir des Afro-Américains du Sud vers l'Ouest, vers les villes de Los Angeles et de San Francisco, où là, il y a du travail, en particulier dans les industries de guerre, et un manque de main-d'œuvre parce que les hommes sont partis justement à la guerre. Et c'est ainsi que dans les villes comme des petites villes qui sont rurales en 1940 encore, comme Watts ou au sud Compton, il y a une arrivée massive de populations, dont des populations afro-américaines qui viennent travailler dans les industries. Et c'est comme ça qu'on passe de villes qui sont principalement rurales et blanches. À Compton, par exemple, qui est au sud de Watts, c'est là qu'habitait Herbert Bush, George Herbert Bush, en 1949. Donc, il n'y a pratiquement pas de population afro-américaine à ce moment-là. Or, en 1950, au contraire, la population est très nombreuse. Donc, en fait, on a ces populations qui sont arrivées, et des populations qui n'étaient pas seulement des populations de très bas niveau social, mais il y avait aussi toute une classe moyenne noire qui s'est installée là, comme beaucoup de migrants, parce qu'il s'agissait d'améliorer leur situation. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 1960, cette population la population de Watts est à 40% à moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est une population très jeune. Et beaucoup sont comme justement Market Fry. Market Fry, il n'est pas né à Watts, il est né dans l'Oklahoma. Il a été élevé dans le Wyoming, dans un environnement rural. Et il arrive seulement en 1957 à Watts. Et là, il a, comme beaucoup de jeunes, des difficultés à s'intégrer dans cet environnement. D'autant plus qu'après 1945, les emplois qui étaient des emplois bien payés des industries de guerre, ces emplois disparaissent. Et à ce moment-là, ces quartiers, qui étaient des quartiers où il y avait beaucoup de logements sociaux, deviennent des quartiers pratiquement simplement noirs, afro-américains, où la population est principalement afro-américaine. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ce contexte, en particulier dans les années 40-50, une bonne partie de la population précédente part. Et est-ce que les événements de Watts peuvent nous aider à mieux comprendre finalement les fractures sociales d'aujourd'hui ? Oui, indéniablement, parce que ce que l'on voit, et ça c'est typique des villes américaines, les villes américaines, la population peut changer beaucoup. Par exemple, la population de Watts, qui est... alors, il y a 0,2% d'Afro-Américains
en 1940. En 1950, c'est au contraire une ville qui est principalement afro-américaine et maintenant qui est à 65% hispanique. C'est-à-dire que les grandes villes des États-Unis sont modelées par des phénomènes de migration. Et il faut tenir compte justement de ces changements de population, parce que ça rend la gestion de ces villes finalement assez difficile. Et ces populations qui sont là depuis peu de temps sont des populations qui ont besoin d'un surcroît d'aide pour leur intégration. Et que représente Los Angeles et plus généralement la Californie dans ce combat progressiste? Récemment, on a vu des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une tradition, on pense depuis les années 60, justement, hein, ces années 60, avec la lutte contre la guerre du Vietnam, avec justement la lutte pour aider à une société plus ouverte, plus égale. Et la Californie était en pointe, et elle l'est toujours. Simplement, il y a eu, là encore, des changements de population. Los Angeles et la Californie, Los Angeles est maintenant à 48% hispanique. Ça veut dire qu'il y a là, ce sont des phénomènes qui ont eu lieu dans ces années 80-90 et qui font que la frontière entre les États-Unis et le Mexique n'est pas une frontière à l'européenne, c'est-à-dire une ligne entre deux populations très différentes, avec des histoires très très différentes. En fait, c'est beaucoup plus ce qu'un historien américain qui s'appelait Herbert Bolton appelait les borderlands, c'est-à-dire cet espace frontalier qui fait que de part et d'autre, il y a des populations tout à fait semblables. Et que ce soit entre Tijuana et San Diego, ou entre El Paso et Ciudad Juárez, c'est-à-dire aux États-Unis et au Mexique, on a les populations qui sont les mêmes, qui ont la même histoire, même tradition, même langue. Donc, on peut comprendre à quel point les populations dans ce sud de la Californie sont sensibles aux questions hispaniques. Et on a vu dans les manifestations récentes comment ces manifestations ont été principalement des manifestations pacifiques, même s'il y a eu des pillages, mais c'était en dehors de ces manifestations. Et beaucoup de manifestations avaient des drapeaux qui étaient coupés en deux, avec moitié le drapeau américain et moitié le drapeau mexicain, pour montrer leur identité plurielle et la façon dont ils sont à la fois des Mexicains, mais aussi des Américains et loyaux aux États-Unis. Donc, en fait, il y a là une mauvaise appréhension et compréhension de cette situation. Ça ne sert pas à grand-chose, finalement, d'essayer de capturer des migrants que l'on prend à côté de ces, par exemple, offices dépôts, c'est-à-dire un endroit où ils viennent là pour essayer de trouver du travail, puisqu'ils cherchent du travail. Donc, ils participent à l'économie de ce sud-ouest des États-Unis de façon importante, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans l'industrie ou dans les services. Merci. Voilà. Merci beaucoup Annick Faucrier pour cet entretien et je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l'histoire de l'Amérique du Nord. Merci pour votre présence sur notre antenne. Merci à vous.